Quand j'ai lu mon rapport de mes top 5 talents, je me suis découvert d'une autre façon et j'ai pu formaliser et prendre conscience de mes talents et de ce que je apporte au quotidien, comment je fonctionne. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et j'ai vécu ça comme un cadeau que mon manager m'avait fait. Bienvenue dans notre podcast Culture Talent. Je suis Florence Hardy, créatrice du Labo des Talents. Chaque mois, des dirigeants et des managers se confient à moi et partagent comment ils s'appuient sur leurs talents naturels pour réussir tout en étant pleinement eux-mêmes. Ils nous parlent aussi du choix qui les anime. Faire le pari d'aller chercher, de mobiliser et de propulser tous les potentiels de leurs équipes pour assurer le succès de leur entreprise. Culture Talent, un podcast proposé par le Labo des Talents et animé par Florence Hardy. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial. C'est un leader tech qui a choisi de s'investir personnellement dans le développement des talents, les siens et ceux de ses équipes. Donc, ça n'est pas banal, l'alliance de la technologie et du prisme talent. En tout cas, mon invité s'appelle Nicolas Cana. Il est Head of Technical Services chez Doctolib et il est ici avec nous aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour Florence. Merci beaucoup d'être là et de prendre le temps sur un agenda chargé pour partager avec nous ton parcours et puis ta pratique managériale qui est pas très commune, il faut bien le dire. Pour commencer, est-ce que tu veux bien nous parler de toi, nous dire ce que tu fais chez Doctolib, dans quel contexte tu œuvres? Pour me présenter rapidement, donc je suis Nicolas, je suis responsable des services techniques en France à Doctolib et nous accompagnons les professionnels de santé dans leur transformation digitale. Et donc, c'est-à-dire que tout au long du cycle de vie de leur utilisation de nos solutions à Doctolib, nous sommes là pour les accompagner dans leurs défis techniques au quotidien. Ça veut dire que vous êtes en lien avec tous les praticiens de santé qui aujourd'hui, donc c'est une grande majorité, j'imagine, qui utilisent la plateforme Doctolib qui est incontournable pour nous en France. Alors, ce n'est pas tous les professionnels de santé, mais aujourd'hui, on a 210 000 professionnels de santé en France qui utilisent nos services. Ça peut être dans des hôpitaux, ça peut être des libéraux, ça peut être toutes sortes de professionnels de santé. Et donc, voilà, ils utilisent nos solutions, mais c'est aussi 50 millions de patients qui les utilisent aussi. Et donc, voilà, aujourd'hui, oui, on peut faire sans Doctolib, mais la plupart des personnes en France l'utilisent. Oui. Et alors, comment, quand on fait ton métier, on en arrive à s'intéresser au talent? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de l'origine de tout ça pour toi dans ton parcours? Déjà, il faut savoir que mon background, c'est que je suis un ingénieur en informatique. J'ai fait des études d'informatique. Ce qui me manquait dans mes études, c'est que on faisait un peu du développement. Moi, je faisais du développement de code et on était tous chacun dans son coin, etc. Devant son écran. Exactement. Un peu geek, c'est ça Oui, voilà. Et bon, j'avais cette part en moi, mais j'avais aussi cette part où j'aimerais bien avoir du lien avec les autres, d'avoir des échanges avec des autres, d'avoir un peu un lien social. Et c'est ça qui m'a dirigé vers ce que voilà, il y a des fonctions qui, de manière générale, qui s'appellent Customer Engineering, c'est-à-dire qu'on est des ingénieurs en face des clients et on travaille à développer des solutions pour les clients, à les soutenir dans leur quotidien dans les défis techniques ou à travailler dans des intégrations en relation avec les services IT. Donc en fait, c'est de la création technique et technologique, mais pas en vase clos, plutôt en réponse à un besoin. Okay. Et toujours en contact avec des personnes. Ok. Et alors, tu fais ça où au début? Alors, j'ai commencé à travailler à Criteo, qui est une société, c'est l'une des premières licornes technologiques en France. Et quand on parle de cela, c'est-à-dire que c'est une première société qui était valorisée au milliard et elle est rentrée en bourse dans le Nasdaq. Et j'arrive à Doctolib, c'était en 2011, enfin pas à Doctolib, à Criteo, et c'était en 2011. J'arrive à Amsterdam et j'ai travaillé 2 ans là-bas, puis ensuite j'arrive à Londres. Et à Londres, à un moment donné, c'était en 2015,
où j'ai eu un nouveau manager à San Francisco qui provenait de Google, de la Silicon Valley, et qui m'a fait passer le test Clifton Strengths. Il m'a dit tout le monde l'utilise à Google, il faut l'utiliser, c'est comme ça qu'on découvre les drivers des personnes. Et... Oui, alors ta réaction en tant qu'ingénieur, comment dire, je te connais pour ta précision, ton sens de l'analyse, etc. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Encore un autre test de personnalité. Non, c'est vrai? Oui, voilà. Et en plus, j'avais fait d'autres tests. Je crois que j'avais fait DISC à l'époque ou MBTI. Bon, c'était intéressant, mais j'avais pas été impressionné. Et puis, je trouvais pas cela extrêmement actionnable. Et c'est là où ça a été une vraie révélation, parce que quand j'ai vu et lu mon rapport de mes top 5 talents, là, je me suis découvert d'une autre façon et j'ai pu formaliser et prendre conscience de mes talents et de ce que je apporte au quotidien, comment je fonctionne. Et ça, c'était comme quelqu'un qui a le talent analytical, j'ai adoré. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et j'ai vécu ça comme un cadeau que mon manager m'avait fait. Et ça a été une vraie révélation. Et voilà, une révélation et le début d'un long parcours. Alors, tout le monde attend ça. Est-ce que tu veux bien nous partager ton top 5? Et je vais aller plus loin que ça. Je vais te challenger parce que tu connais très très bien les talents et tu t'en sers tous les jours. Partage-nous peut-être aussi comment ça s'incarne, tes super pouvoirs. Oui, très bien. Alors, mon top 5, c'est le premier, c'est Maximizer. Maximizer, c'est vraiment cette recherche de l'excellence, mais en vrai, comment ça se transcrit tous les jours, c'est là où je regarde, dans tout ce que je fais, je vais voir du potentiel, je vais voir des choses à améliorer. Donc, je vais toujours avoir cette envie, tiens, ça pourrait être amélioré comme ça, tiens, etc. Donc, j'ai vraiment cette envie d'améliorer les choses et je vois de l'amélioration du potentiel partout. Okay. Et donc, c'est la première chose et c'est l'envie de justement de faire briller. Et ça peut être les personnes, c'est d'améliorer les choses pour que justement ça fonctionne bien. Et c'est cette recherche un peu de l'excellence. Et donc ça, c'est mon premier talent. Mon deuxième talent, c'est l'individualisation. C'est la façon dont je perçois les autres. Voilà, j'essaye pas de uniformiser les personnes. Je vois vraiment les personnes comme des entités uniques avec leurs qualités et leurs défauts intrinsèques. Ok, autant d'individualité, quoi. Exactement. Et ensuite, j'ai Analytical, qui est un de mes talents qui me sert au quotidien. C'est la façon dont je perçois les événements, je regarde les choses, je regarde toujours à regarder les données, les informations, les faits, à essayer de comprendre quelles sont les conséquences et de comprendre un peu tous ces mécanismes logiques de effet, action, réaction, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout le temps on va dire, tout le temps, permanence avec moi. Une petite machine à données, à information, à analyse, oui, toujours à Excel. Oui, pas forcément. Ouais, je fais des Excel, mais mais pas seulement. En fait, dans mon métier, je travaille beaucoup avec des données, avec la data, avec des graphes. On utilise c'est de la data visualisation et c'est. On peut imaginer le fit avec les 210 praticiens de santé, les 50 millions de patients et cette capacité à manipuler de la donnée avec aisance. Oui, exactement, et à essayer de. En fait, en vrai, les données, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Et c'est parce qu'on peut les interpréter de plein de manières différentes. Et l'idée, c'est justement, Analytical, j'essaye vraiment de regarder la donnée dans une situation spécifique pour lui faire dire quelque chose de pertinent. Ouais, qui a du sens. Qui a du sens. Voilà. Ok. Donc, maximiseur, individualisation, Analytical et stratégique et learner. Et stratégique, c'est ce qui me permet de regarder en fait, c'est comment j'avance dans le monde. Je réfléchis toujours à des options, quels sont les obstacles, comment on peut avancer. Et voilà, c'est vraiment comment je me projette dans le futur et comment j'avance. Et learner, je pense que ça devient de plus en plus important. Et je pense avec l'âge, je me base beaucoup plus sur ce talent qu'avant, parce qu'avant j'avais un background et j'utilisais juste ce que je savais. Maintenant, en fait, il faut que j'apprenne, il faut que je reste pertinent, il faut que je comprenne ce qui se passe, il faut que je comprenne ce qui se passe au niveau de la technologie, faire de la veille technologique, de comprendre les solutions existantes, etc. Et on est dans un environnement qui évolue extrêmement rapidement. Et dans mon métier,
voilà, on parle de GenAI, on parle de LLM, etc. Et c'est quelque chose qui est très impactant et sur lequel il faut absolument rester pertinent et se développer. Et c'est vraiment quelque chose qui m'aide au quotidien et qui est devenu de plus en plus important. Et du coup, dans ta pratique, ta conscience des talents qui s'est développée au fur et à mesure, j'imagine, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui ne connaîtrait pas forcément les talents, que sont tes super pouvoirs? Alors, je précise, on n'est pas là pour s'envoyer des fleurs spécialement, non. Mais dans cette approche, à partir des talents, on cherche quand même à identifier chez chacun quelles sont les zones d'excellence et là où vraiment on va faire une différence. Donc, quelle est ta différence? Merci Florence. Alors moi mes super pouvoirs, j'en ai identifié et je pense que chaque personne peut les identifier. Parfois ils ont besoin d'aide. Moi j'ai réussi à les identifier au fil du temps. C'est rechercher l'excellence et essayer de révéler le potentiel des personnes. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire au quotidien essayer de faire en sorte que les personnes utilisent leur talent. Je pense qu'on a tous quand on est une équipe, on est des gens variés avec des divers forces. Par exemple, on peut avoir, moi, dans mes équipes, j'ai besoin de gens qui soient extrêmement productifs. Et j'ai besoin aussi de gens qui travaillent en mode urgence et incident sur des crises. Et certaines personnes ont des talents parfaits pour ça, pour travailler dans l'urgence. D'autres qui vont être extrêmement productifs si on les embête pas et qui restent vraiment concentrés sur ce qu'ils font. Et moi, le but, c'est d'identifier justement ces différentes personnes et justement créer les conditions pour qu'ils se révèlent et pour qu'ils aient le plus d'impact. Et ça se ressent. Et mon objectif, c'est de les faire briller à travers leur talent. Et donc, pour certaines personnes, c'est d'être extrêmement productif, d'avoir des performances extrêmement fortes, et ensuite de les reconnaître là-dedans, de leur dire et de les féliciter. Et d'autres, c'est de les faire travailler sur des sujets en urgence, ils vont avoir de l'impact, ils vont être reconnus par d'autres et faire briller même mon service technique en dehors de mon organisation. Et c'est ça qui est le plus pour moi, le plus gratifiant est ce que je recherche. Alors c'est marrant parce que mon petit côté trivial poursuite là, il se trouve que le créateur de cet outil, alors il n'était pas le seul créateur, mais Donald Clifton, il a aussi dans son top 5, c'est quelqu'un qui est décédé aujourd'hui, mais ces deux talents, maximiseur et individualisation. Donc c'est un petit peu comme si toi, Nicolas, tu es né avec cette capacité, indépendamment de tout outil, à discerner et à faire briller les gens pour ce qu'ils ont de meilleur et peut-être aussi à les challenger pour s'amplifier. Donc ça, c'était super pouvoir numéro 1. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu as envie de citer? Alors, mon deuxième super pouvoir, c'est vraiment cette capacité d'analyser toutes les situations. Alors, comment j'appelle ce super pouvoir d'abord? Je l'appelle comme un architecte de solution ou comme un stratège analytique. Comment il va s'appliquer au quotidien? Eh bien, ça peut être un projet, ça peut être un problème ou à résoudre ou une solution à trouver. Et donc, ce qui va me permettre, c'est d'analyser tous les tenants et aboutissants d'une situation, d'un projet, etc. Ensuite, de me projeter de comment les résoudre. Et donc, c'est ces deux talents stratégiques et analytical qui me permettent de faire ça. Et après, j'ai d'autres talents qui viennent me soutenir. J'ai Maximizer qui va me pousser à aller chercher quelle est la meilleure solution, le meilleur chemin optimal pour arriver au but. J'ai aussi Learner qui peut venir m'aider pour apprendre des choses que je connais pas et pour me pousser justement à aller vers l'inconnu, peut-être à découvrir des choses pour encore avoir une meilleure solution, une meilleure analyse et une meilleure façon d'avancer. Et puis j'ai d'autres talents dans mon top 10. J'ai Ideation qui me permet aussi de connecter des idées, de trouver des idées, qui vient me soutenir. Et en fait, c'est vraiment mon deuxième super pouvoir, c'est d'arriver d'une situation donnée, d'un problème, d'un projet à réaliser, à définir ce qu'il faut faire, comment le faire, quelles sont toutes les différentes facettes et justement de créer un plan et d'avancer. Super. On va continuer à explorer ces super pouvoirs, mais j'étais en train de penser en t'écoutant, j'ai dit en introduction que tu étais quelqu'un qui avait une pratique peu commune et
Je vais donc du coup faire un spoiler. Tu es quelqu'un qui, après avoir découvert tes talents, comme tu nous l'as raconté, s'est vraiment investi de manière assez intense sur la mobilisation, la création de parcours et la mobilisation des talents de tes équipes en interne, j'allais dire, avec tes moyens du bord, entre guillemets. Est-ce que tu veux bien, avant de nous raconter exactement ce que tu fais, nous redonner un petit peu la chronologie de ça, comment ça s'est passé pour toi et comment tout d'un coup tu t'es dit allez, je me lance, je vais manager mes équipes et les inviter à ce parcours talent. Oui, alors ça a commencé il y a des années. Je pense la grande découverte c'était avec mon manager de la Silicon Valley, ex-Google, enfin voilà, ouais. Exactement en 2015. Et ensuite en 2018, ça a été une vraie révélation, c'était la formation à Criteo avec toi, qui d'ailleurs nous avait tous formés, les managers de Criteo, à booster les performances de nos équipes grâce à cette approche basée sur les talents et la force. Et ça a été une vraie révélation parce que ça m'a donné beaucoup de profondeur sur la pratique, sur comprendre les zones d'ombre, comprendre mieux comment faire collaborer les personnes ensemble. Et ça m'a vraiment développé une approche systémique que j'ai développée ensuite au cours des années suivantes à Criteo. Et quand je suis arrivé, j'ai quitté Criteo en 2021 et j'ai rejoint Doctolib. Et j'ai rejoint Doctolib à la tête de ses services techniques en France. Et la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai fait passer à tout, et j'avais des managers et des contributeurs individuels en dessous de moi, et je leur ai fait passer à tous le test. Parce que c'est la façon dont je manage aujourd'hui. J'ai besoin de comprendre quels sont les talents des personnes. Justement, c'est mon super pouvoir. Il faut que je puisse l'utiliser. Et pour moi, la meilleure manière, c'est de faire le test, c'est de comprendre comment les gens y fonctionnent. Ok, comment ils reçoivent ça au début? Parce que c'est pas banal quand même dans un service plutôt technique, techno, plein d'ingénieurs, j'imagine. Un nouveau manager qui dit allez, répondez donc à un questionnaire. Alors comment tu l'amènes et puis comment c'est vécu? Je pense qu'ils le prennent de la même manière que je l'ai pris. Donc un test, bon, ok, on va voir, etc. Après, je pense que je leur raconte mon histoire et ils sont intrigués. En fait, ça limite leur biais ou par rapport au fait, c'est un test de personnalité. Donc ils commencent à le faire et puis je pense que quand ils commencent à lire, alors là il y a plusieurs possibilités. Certains qui vont dire ah oui c'est moi, je le sais déjà. Ok. Il y en a d'autres qui vont dire « Oh là là, c'est une révélation comme moi ». Et il y en a d'autres qui vont peut-être avoir un peu plus de mal à s'identifier, ils vont dire « Oui, c'est vrai, mais du coup, est-ce que c'est vraiment utile de savoir tout ça ?» etc. Ce sont les réactions typiques. Il y a aussi des personnes qui ne se reconnaissent pas du tout et qui sont dans le déni. Et donc ça c'est un autre sujet. Mais ça peut arriver. Je l'ai pas eu dans mes managers directs, mais je l'ai eu dans mes équipes plus tard, parce qu'il faut savoir que ensuite, après avoir fait passer le test à mes managers et les personnes qui me reportaient en direct, eh bien c'est eux qui sont revenus me voir ensuite pour me demander de faire passer le test à toutes leurs équipes. Et donc en fait, au fur et à mesure des années, j'ai 70 personnes. De mes équipes, plus de 70 personnes qui ont passé le test et qui ont découvert leur talent. Et alors, tu peux nous donner ta vision stratégique enfin, quand tu as commencé début 2021, qu'est-ce que tu avais dans le viseur? Ou est-ce que ça s'est fait de façon plutôt en mode learning au fur et à mesure? Je vais d'abord me focaliser sur ce qui a le plus d'importance maintenant. Donc j'ai commencé par mes leaders et c'était ça le plus important. C'était pour moi de comprendre et de commencer à manager. Et en fait, je les ai formés et c'est vrai que j'avais dans l'idée à un moment donné de me dire peut-être qu'à un moment donné, si ça prend avec eux, peut-être qu'ils voudront aussi former les gens de leurs équipes. Mais je les ai pas poussés à me le demander. Et c'est eux qui l'ont fait. Et c'était vraiment aussi mon approche, c'est que j'essaye pas de forcer les autres. J'essaye de justement de révéler leurs talents et du coup, je pense que ça les a convaincus. D'ailleurs, ils sont tous super promoteurs de cette approche-là. Ils trouvent que c'est une nouvelle corde à leur arc pour pouvoir faire tout ça. Qu'est-ce que tu en as vu et qu'est-ce que tu en vois aujourd'hui comme impact concret, comme résultat au niveau de ton grand collectif? 70 personnes, c'est quand même pas mal. Ce qui a été très utile,
c'est la prise de conscience. Et je pense que tout le monde a pris conscience de ses talents. Et ça, pour moi, c'est un cadeau qu'on donne aux autres, qu'on donne à chacun. Et ça, je pense que la première chose, il y a certaines personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit merci. Moi, j'ai trouvé ça super pertinent. C'était vraiment très intéressant de formaliser et aussi de découvrir en fait quels sont mes talents, parce que parfois je me dis j'ai pas de talent, je suis pas bon, je suis bon en rien, etc. Et donc en fait, ils découvrent leur talent et pour certains, ils m'ont remercié. Donc ça crée quoi, une sorte de réconciliation ou de bien-être ou de... Oui, et je pense que certains et ça aide à l'amour propre parce que chacun a des talents uniques. Parfois, il faut aussi convaincre les personnes de justement que leur talent est puissant. Oui. Et c'est ça aussi le rôle des managers. Et je pense qu'en termes d'amour propre, en termes de comprendre qui on est, comment on peut avancer, comment on peut justement utiliser ses talents au quotidien, je pense que c'est ce que peut apporter justement cette approche et qui est extrêmement gratifiante. Oui, c'est gratifiant. On parle beaucoup aujourd'hui de reconnaissance ou des personnes qui se sentent pas forcément vues, pas forcément comprises et peut-être un petit peu instrumentalisées pour le dire. Voilà, avec ce mot-là. Là, on prend le contre-pied de ça, c'est-à-dire qu'on est bien reconnu pour qui on est. Et donc nous, dans notre pratique de coaching, d'ailleurs, je crois beaucoup au fait que connaître ses talents, ça permet de booster sa propre confiance en soi, de cerner sa valeur. Et du coup, si on a ça, alors l'ouverture à l'autre, elle devient beaucoup plus aisée. Parce que je me sens reconnu, je peux le reconnaître, et du coup, ça crée d'autres choses. Bon. Et ça, c'est ma vision. On n'a pas du tout les mêmes talents, Nicolas et moi. Donc mais je suis un peu plus perché. Totalement raison. Non, mais tu as totalement raison. Et d'ailleurs, pour moi, la vraie force de cette approche-là, c'est quand les personnes partagent leurs talents et qui comprennent les talents des autres, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, et qui comprennent aussi les partenariats entre eux. Et donc ça, c'était assez intéressant parce que ça crée vraiment, tu crées une dynamique d'équipe. Et parfois, il y a des gens qui se comprennent pas, qui disent mais un tel il est un peu comme ça, je comprends pas comment il fonctionne. Et là, d'un seul coup, d'accord, c'est comme ça qu'il fonctionne. Mais c'est la valeur qu'il peut apporter à l'équipe. Mais du coup, en fait, on comprend beaucoup mieux. Et ça peut éviter des quiproquos, ça peut éviter des conflits. Et ça, je pense que ça soude un peu plus les équipes entre elles. Et pour moi, ensuite, c'est aussi au rôle du manager de créer un peu cette cohésion et justement de créer ces partenariats et de faciliter justement cette dynamique d'équipe, d'identifier les talents uniques justement qui peuvent aider les uns les autres, et c'est ça vraiment pour moi la force justement de cette approche-là. Oui, sans jeu de mots. Exactement, sans jeu de mots, mais c'est la réalité et c'est ce que j'ai vu pendant toute ma carrière. C'est ce que j'ai remarqué et observé. Et alors comment tu ou vous d'ailleurs avec tes managers, comment vous soutenez cette attention-là, parce que je pense que comme partout et peut-être encore plus, votre quotidien il est bien chargé. Beaucoup de demandes, beaucoup de projets, beaucoup de données aussi. Comment vous faites de la place à ça? Et peut-être comment toi t'as architecturé, justement, tu nous parlais d'architecture, un petit peu le design de comment les talents deviennent notre quotidien, quoi, dans une équipe techno. Oui, alors ça a pris plusieurs années. Ce que j'ai commencé à faire dès le départ, parce que il fallait que je forme des personnes. Et il fallait que j'aide mes managers justement à développer les talents des autres. Donc j'ai commencé directement à créer tout un framework avec tout un tas de matériel de support. Ça veut dire des decks de slides, des G-sheets, etc. Et vraiment pour aider à structurer cette approche. Ça veut dire que j'ai formé les managers déjà dès que la personne a fait son test, déjà à faire des sessions de coaching, une session pour découvrir ses talents, une autre session pour aller un peu plus en deep dive, pour découvrir un peu justement comment tu tournes ces talents en force, et aussi quelles sont les zones d'ombre en fait qui peuvent t'impacter. Parfois ça peut te porter défaut, exactement, et te porter préjudice. Et il faut les connaître parce que alors les personnes parlent de faiblesse, mais moi c'est plutôt des zones d'ombre
Et oui, on peut parler de faiblesses, il faut savoir les gérer. Et le but, c'est pas de travailler pour être meilleur, parce qu'en fait, c'est des défauts de tes talents. Mais donc, en fait, c'est des dommages collatéraux. Il faut savoir les gérer, mais pas de travailler sur eux pour devenir meilleur sur quelque chose qui n'est pas naturel. Et c'est vraiment une approche qui est extrêmement positive et qui permet de créer un langage commun. Et parfois, dans les feedbacks, de te baser sur les talents des uns et des autres, et de dire il y a ça qui s'est pas très bien passé, là tu vois, on est tombé dans telle zone d'ombre, dans tel défaut qui provient de ton talent, et donc faut savoir comment on fait pour gérer. Donc c'est peut-être parfois se rappeler de l'usage d'un autre talent qui peut justement t'aider, ou parfois c'est de mettre des systèmes en place, parfois avec le manager, avec des méthodes pour justement pallier à cela. T'as quelques chiffres à nous partager, toi qui es Analytical, en termes de soit de design, combien de workshops, combien de participants, ou peut-être aussi de feedback que tu as eu? Après les workshops que j'avais fait avec mes managers, je leur avais donné, et puis même avec tous les participants de mes équipes, on avait envoyé un sondage pour savoir quel est le NPS, donc le Net Promoter Score, qui pose la question est-ce que vous recommanderiez cette approche ou cette formation, et il y a un certain ranking, et puis ça te permet de savoir en fait un peu est-ce que tu as beaucoup de promoteurs de cette approche-là. Et ce qui s'est passé, c'est que pour mes managers, j'avais un NPS à 100%, tous des promoteurs. Pour mon équipe, un peu moins, 30, on était autour de 30 ou 40. C'était aussi pas facile, parce que faut aussi donner le contexte, c'est que mes managers sont aussi nouveaux dans cette approche-là, donc ils ont dû apprendre beaucoup comment justement gérer des personnes qui se reconnaissent pas, qui n'ont pas envie peut-être aussi. Oui, voilà. Et donc c'était assez c'était assez nouveau, donc c'est vrai que c'était un vrai apprentissage. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu le meilleur NPS avec mon équipe tout de suite après les premiers workshops. Il faut savoir qu'on faisait 2 workshops individuels et un workshop d'équipe, et tout le monde, quand même, pratiquement tous, ils ont tous dit, et je crois que j'ai eu aucun mauvais commentaire, mais tous les commentaires, même ceux qui étaient pas forcément super sûrs ou de l'impact, ils ont tous dit bon, quand même, le workshop d'équipe pour comprendre les talents des uns et des autres, c'est quand même utile, ça permet de formaliser, etc. C'est là que ça prend tout son sens. Exactement. Et même les gens détracteurs reconnaissaient qu'ils savaient de l'utilité. Et voilà. Et je trouve que c'est quand même important, parce que c'est ça qui donne vraiment, qui crée de la dynamique d'équipe. Et à partir de là, t'as vraiment le terreau, la base pour créer une équipe, une dynamique d'équipe qui va soutenir la performance au quotidien, et faire en sorte que tout roule. Alors, à perfection peut-être pas, mais tout roule du mieux possible. Super. T'es très modeste, mais t'as quand même déployé, toute une sorte d'ingénierie de talent au sein de ta direction. Alors j'ai une question peut-être un peu simple, mais comment tu trouves le temps de ça? Alors, et je pense que c'est une question que les managers qui nous écoutent vont peut-être se poser aussi. Donc je me fais, j'espère, leur voix. Alors, moi d'abord, je pense que si on n'est pas... Alors moi, je suis passionné, donc c'est vraiment quelque chose qui me drive, et c'est ma façon de manager. Et pour moi, en fait, je l'ai fait d'abord pour développer mes managers. Et donc c'est un investissement. J'ai passé parfois des soirs, parfois des week-ends aussi, parfois à travailler sur ces matériels de support. Et puis surtout, j'ai itéré dans le temps avec les feedbacks de mes managers, et j'ai créé du contenu, et en fait à un moment donné tout ça s'accumule, et c'est vraiment mon approche maximizer. Donc j'essaye de toujours d'améliorer les choses, et donc j'améliore au quotidien, et au bout d'un moment en fait j'ai énormément de contenu que j'ai en effet partagé même au-delà de mes équipes, à l'organisation learning et développement de Doctolib, qui a repris ce que j'ai fait, et qui a créé et on a créé un workshop de découverte de force pour les équipes au sein de Doctolib, en dehors de mon service. Et on a eu beaucoup d'équipes, on a eu plus de 150 personnes qui ont fait ces workshops. Et j'ai parfois facilité,
Oui. Et parfois, d'ailleurs, ce mois-ci, je vais faciliter le workshop des Clifton Strengths pour l'équipe People Development et Culture. Cette équipe-là qui s'est développée. Incroyable. Donc là, c'est presque par rapport à nos conceptions habituelles, le monde à l'envers. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de l'opérationnel, entre guillemets, qui va accompagner les équipes L&D. Oui, un peu. Félicitations, Nicolas. Merci. Mais bon, après, ça vient de ma passion. Mais en fait, moi, je dis toujours, il faut commencer quelque part. Et moi, j'ai commencé, j'avais pas grand-chose. J'avais fait une première présentation, puis après, j'en ai fait une deuxième, puis après, etc. Et ensuite, c'est plusieurs années, c'est un développement sur des années. Mais oui, après, moi, c'est un plaisir de partager. Super. Donc, en fait, tu trouves le temps parce que t'es convaincu et que c'est un kiff, si on peut dire. Oui. Maintenant, je pense que c'est une approche qui est exceptionnelle. En fait, qui apporte énormément de valeur. Et je trouve que cette approche-là, justement, c'est, comme je disais, c'est un cadeau aux autres, mais moi, la plus grosse satisfaction en tant que manager, en tant que leader, c'est de faire grandir les personnes et d'avoir un impact dans leur carrière professionnelle, mais même aussi dans leur vie personnelle. Et je trouve qu'on a vraiment un impact, et c'est cet impact humain qui est le plus gratifiant. Et en fait, tout ça, c'est aussi au service des membres de mes équipes, de l'humain, de comment on peut justement leur apporter quelque chose dans leur vie professionnelle et personnelle en plus. Bon, c'est un message super puissant, et entendez-le bien, ça vient de quelqu'un qui fait ça de sa propre initiative en tant que finalement une partie de ton rôle de manager, si je comprends bien. Oui, je le connecte vraiment à cela. Et après, bon, en fait, c'est comme à un moment donné, c'est comme une mission pour moi. C'est devenu un peu une mission. Je l'ai fait avec mes équipes, et je trouve que justement cette approche-là, elle est extrêmement positive, et elle devrait être déployée partout dans toutes les sociétés. Franchement, de manière naturelle, je le dirais comme ça. Et bon, je parle convaincu, c'est ton métier. C'est ça. Mais moi, c'est ma conviction personnelle. Oui, non, mais et donc ensemble, on est plus fort. Donc moi, je suis vraiment ravie de cet échange-là. On a beaucoup de chance là de t'entendre, parce que cette expérience, elle est, même si tu le dis de façon modeste, je répète, elle est elle est tout à fait exceptionnelle. Peut-être une dernière question. Quels seraient tes meilleurs conseils, en branchant le maximiseur là, pour des personnes qui peut-être ont déjà mis un petit peu le doigt dans cette démarche-là, ou à qui ça parle là en t'écoutant? Qu'est-ce que tu leur suggérerais de faire? Voilà, si t'es mentor ou conseil, tu dirais quoi? Alors, moi, la première chose, c'est quand en fait, faut revenir sur son rapport des talents, et il y a le rapport qui est des 34 talents. Je trouve que c'est très utile de revenir dessus. C'est une mine d'informations, et à chaque fois qu'on le relit, il faut le relire assez souvent, parce que du coup ça te rappelle des choses, ça peut te remettre aussi en question et te rappeler justement quels sont tes talents, et c'est toujours bien. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que justement, c'est de découvrir ses super pouvoirs, et de découvrir les conditions pour les activer, pour les utiliser. Et pour moi, une fois qu'on a fait ça, c'est comme ça qu'on a le plus d'impact autour de soi, pour soi-même, mais pour les autres. Oui. Et c'est un impact extrêmement positif. Donc là, à nouveau, tu prêches une convaincue, mais c'est vrai que commencer par soi et revisiter régulièrement qui on est, comment ça impacte, qu'est-ce qu'on peut faire, et créer les conditions, c'est la fondation de tout ce qu'on fait après. Et après, une fois qu'on a fait ça, on peut s'investir un peu plus, mais il faut déjà travailler sur soi. C'est toujours ça. Comme ça, à la base. Donc là, vous l'entendez de quelqu'un qui l'a pratiqué, le pratique. Super. Nicolas, merci infiniment pour cette conversation. Je veux pas abuser de ton temps, donc pour ce mois-ci, on s'arrête là. On peut te contacter sur LinkedIn, j'imagine. Bien sûr. Nicolas Cana, C-A-N-A. Oui. Chez Doctolib. Et ma foi, plus on peut rejoindre toutes nos forces de gens qui s'intéressent à ça, au développement humain dans les entreprises, donc sans s'abstraire du résultat, bien au contraire, mais justement en s'appuyant sur nos forces individuelles pour créer plus de résultats. Ben voilà, vous pouvez contacter Nicolas, vous pouvez me faire signe. Merci Nicolas. Je t'en prie, c'était un plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Culture Talent. Merci d'avoir écouté cet épisode de Culture Talent. Au Labo des Talents, nous vous accompagnons pour découvrir et amplifier les talents individuels et collectifs.
Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.lelabodestalents.fr et sur LinkedIn. Je vous souhaite une bonne journée à tous sous le signe de vos talents. À très bientôt.